Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée au personnage de Imu Nerona. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce personnage, mais plus les chapitres avancent, plus je me rends compte à quel point Oda est sur le point de nous introduire l'un des plus grands antagonistes de tous les temps. En effet, là où auparavant on était simplement sur une quête pour le trésor du One Piece, aujourd'hui on se rend compte que ça va aller beaucoup plus loin que ça et qu'on va commencer à toucher au trône, au roi du monde, Imu Nerona. Donc pour faire monter la hype autour de ce personnage, je vais vous présenter 4 théories sur le démon qui habite Maréjoise. Imu et Mère Nature. On commence avec une première théorie que j'aime beaucoup. Une théorie qui n'est pas simplement liée au statut de Imu ou alors à son pouvoir, mais plutôt à la philosophie qu'il y a autour de Imu. En effet, je suis convaincu que si Oda a créé le personnage de Imu, c'est pour montrer qu'un simple humain ne peut pas se prendre pour un dieu ou encore pour Mère Nature. Et c'est ce que Imu essaye de faire par tous les moyens. Cet homme ou cette femme est au sommet du monde, possède une longévité de 800 ans et surtout, Imu est en quelque sorte le gardien d'un équilibre. Un équilibre qu'il veut maintenir constamment. En effet, vous remarquez que les empereurs, les grands corsaires ainsi que le gouvernement mondial sont présentés comme les 3 puissances mondiales. Or, aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi les empereurs ont tout de suite été remplacés lorsque Kaido et Big Mom ont disparu. Eh bien, c'est simple. Imu veut maîtriser ce monde de A à Z. Et il sait qu'il doit y avoir des opposants pour que le gouvernement mondial subsiste dans le temps. Mais plus intéressant que cela, c'est toute l'imagerie qu'il y a autour du personnage d'Imu. Déjà, on n'a toujours pas vu son visage, ce qui lui donne un peu une aura mystique, une aura de quelqu'un de très puissant et important. Plus que cela, il y a cette fameuse salle où Imu est entouré de papillons et de végétation. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais lorsque l'on voit ça, on pense tout de suite à un dieu de la nature, ou plus précisément, Mère Nature. Enfin, en tant que Mère Nature, Imu possède également des pouvoirs extrêmement puissants. Par exemple, aujourd'hui, elle a entre ses mains Mother Flame, une arme qui lui permet d'annihiler n'importe quelle île qui est contre ses idéaux. Et un tel pouvoir entre les mains d'un simple humain est terrifiant, car non seulement Imu peut se débarrasser de ce qu'il veut à tout moment, mais surtout, il est en train de faire monter le niveau de la mer. Et pour le coup, ça dépasse vraiment tout ce que l'on a vu jusqu'à aujourd'hui, car en faisant monter le niveau de la mer, Imu peut détruire la nature comme il l'entend. Enfin, dernier point avec cette théorie que je trouve très intéressant, c'est le fait que Imu pourrait ne pas posséder de fruits du démon. En effet, vous le savez, selon Vegapunk, les fruits du démon sont maudits car Mère Nature n'apprécie pas que certaines personnes s'approprient des pouvoirs qui ne sont pas naturels. Ainsi, si on admet que Imu représente Mère Nature, cela signifierait que Imu ne possède pas les pouvoirs d'un fruit du démon. Et ça tombe bien car au chapitre 1103, on apprend que le gouvernement mondial a été capable de transmettre les pouvoirs d'un fruit du démon à quelqu'un sans le manger. Ainsi, Imu aurait acquis les pouvoirs d'un démon sans manger de fruit du démon, ce qui fait que Imu ne serait pas l'ennemi de Mère Nature, mais en serait sa représentation. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, un simple être humain ne peut pas être Mère Nature. Et c'est pourquoi un homme au chapeau de paille viendra lui mettre une grande correction pour le faire descendre de sa place. Imu possède le fruit de la censure. Le mystère entourant le pouvoir de ce personnage est extrêmement grand. En effet, Imu semble être invincible sous cette forme chaotique. Ainsi, je me suis concentré sur la thématique qui revient constamment dans One Piece. Et je me suis penché sur la dynamique qu'aurait le combat entre Luffy et Imu. Luffy, avec le pouvoir du fruit du dieu soleil Nika, représente l'imagination. Ainsi, il faudrait donner à Imu un pouvoir qui vient directement en opposition avec le fruit de Luffy. Et c'est pourquoi, tout naturellement, me vient en tête le fruit de la censure. Depuis le début de l'œuvre, on remarque que le gouvernement mondial représente ce manque de liberté, représente cette envie de tout contrôler. Là où Luffy est incontrôlable, là où Luffy va où il veut. Luffy, c'est l'homme qui est destiné à devenir le plus libre de ce monde. Donc forcément, le gouvernement mondial représente tout l'inverse. Et c'est pourquoi on va préciser maintenant le pouvoir qu'aurait Imu. Personnellement, même si j'appelle ce pouvoir le fruit de la censure, je pense que cela ne sera pas aussi direct. En effet, j'ai plutôt l'impression que Imu possède un Zoan. Et le Zoan qui me vient directement en tête, c'est celui du diable. Cependant, c'est assez large, donc quels seraient les pouvoirs du diable? Eh bien, premièrement, ce que je vois, c'est une faculté similaire au fruit des ténèbres. Une faculté qui permettrait à Imu d'annuler les pouvoirs de fruit du démon de son adversaire. Plus que cela, Imu aurait une puissance extrêmement impressionnante. On l'a bien vu, Imu a été capable de mettre à mal Sabo en un seul coup. Et quand je dis à mal, c'est qu'il a fallu le fumer. Voilà, Sabo, il était vraiment
en train de galérer juste avec un seul coup. C'est vous dire le niveau de Imu. Maintenant, pour aller plus loin, ce pouvoir de censure du diable permettrait également à Imu d'annuler les effets du haki. En effet, là aussi, le haki signifie volonté. Et on imagine très bien que face à Imu, même toute la volonté du monde ne permettrait pas de le vaincre. Et j'aime beaucoup cette idée parce que en soi, on pourrait imaginer que Luffy, au début, sera totalement impuissant contre Imu. Mais grâce à son génie, grâce à son imagination, il parviendrait tout de même à contrer les effets du sort de Imu. Mais quoi qu'il en soit, si Imu est destiné à devenir l'antagoniste final, croyez-le-moi, son pouvoir sera beaucoup plus métaphysique que simplement physique. Imu était amoureux de Lily Nefertari. Les amis, on arrive sur une théorie assez controversée et peu connue que je trouve particulièrement intéressante. Déjà, on va se rappeler de quand le chapitre 1085 était sorti. À ce moment-là, je me rappelle que beaucoup pensaient que Imu était Lily Nefertari. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte que cela ne ferait pas du tout sens. Car en effet, Imu parle de Lily comme quelqu'un qui lui était cher. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Lily Nefertari était l'ancienne reine du royaume d'Alabasta. Elle faisait partie des 20 rois qui étaient invités à venir sur Marie-Joise afin de contrôler ce monde. Cependant, ce qui est assez intriguant, c'est qu'en retournant sur Alabasta, Lily a perdu la vie. Et beaucoup pensent que c'est Imu qui a ordonné à ce que Lily meure, mais un petit détail montre que Imu ne l'a pas fait. En effet, on a appris que Lily était la personne qui avait dispatché les poneglyphes partout dans le monde. Grâce à elle, c'est comme ça que certains ont pu connaître une partie de la vérité. Et Imu est dégoûtée par cet acte. Un acte qu'elle juge impensable de la part de Lily. Cependant, ce qui m'intrigue, c'est le fait que Imu pense que Lily a fait ça par maladresse. Ça veut dire que 800 ans plus tard, Imu est en train de se demander « Non mais Lily, elle a fait vraiment ça par maladresse ou me mettre dans la sauce ?» Et juste ça pourrait éventuellement impliquer une relation amoureuse. Peut-être que Imu se refuse de voir la vérité sur la trahison de Lily, car ce dernier l'aimait. Peut-être que ce dernier était même jaloux que Lily préfère aller du côté de Joy Boy plutôt que du sien. Parce qu'en effet, le nom des Nefertari est Di Nefertari, ce qui signifie que Lily est une Di. Donc on peut comprendre qu'elle était du côté de Joy Boy. Imu aurait donc bel et bien été amoureux de Lily, et ceux qui auraient causé la mort de Lily pourraient être par exemple les membres du Gorosei, qui auraient compris avant Imu que Lily était une traître. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais Imu, avant le chapitre 1085, ne savait pas ce que contenait la lettre de Lily. Et c'est d'ailleurs pour cela que Imu se vengera sur le roi Cobra, car cette déception amoureuse l'aurait tout simplement rendu fou. Quoi qu'il en soit, cette histoire pourrait rajouter de la profondeur au personnage de Imu, et j'ai envie de vous dire que c'est cool parce que, effectivement, à l'heure actuelle, Imu, on a juste l'impression que c'est un monstre, alors que même un monstre peut avoir une part d'humanité. Imu est un enfant. On termine par cette théorie qui pour moi a beaucoup de sens. Imu est un personnage assez intriguant, mais le peu d'interactions qu'on a vu de lui, c'est que Imu semble être enfantin, semble avoir un comportement totalement aléatoire. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est tout simplement lorsque Imu ordonne la destruction de Lulusia. Là où on pensait qu'il y avait une raison particulière, comme la révolution, il n'en est rien. En fait, Imu a juste choisi de détruire Lulusia parce que l'île était proche. Ça montre une cruauté sans nom, certes, mais de l'autre côté, ça montre également que Imu ne raisonne pas comme un adulte bien dans sa tête. Non, Imu raisonne comme un petit gamin. Un gamin qui se fiche des conséquences et qui est complètement déconnecté de la réalité. Ainsi, le Gorosei ne serait pas simplement les serviteurs de Imu, mais serait plutôt ses gardes du corps, ses conseillers. Des personnages qui seraient tout simplement les bras de Imu, qui lui permettraient de faire ce qu'il souhaite quand il en a envie. Bien sûr, je ne dis pas que Imu est faible. Au contraire, ce serait un enfant extrêmement puissant. Un enfant capable de mettre à mal le Gorosei comme il le souhaite. Deuxième point qui va dans le sens de cette théorie, c'est la façon dont s'exprime Imu. Premièrement, on sait qu'il s'exprime dans un langage très vieillot, un langage qui a été utilisé par la noblesse il y a de cela 800 ans. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que Imu parle de lui à la troisième personne, en disant par exemple « Mu souhaite communiquer sur ce sujet »,« Mu souhaite détruire cette île ». Et ça, pour le coup, même si ça pourrait être un trait narcissique, ça fait également très enfantin. Quand on est petit, on parle différemment. Certains vont tout de suite dire « je », mais d'autres vont parler d'eux-mêmes à la troisième personne, ce qui leur permet d'avoir une certaine distance avec eux-mêmes et de faire des choses sans en porter les conséquences. Enfin, dernier point concernant cette théorie, c'est l'apparence d'Imu. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu, c'est un personnage qui semble porter une couronne beaucoup plus grande que sa tête. Et si on s'intéresse à la morphologie d'Imu, on se rend compte que ce personnage a un aspect chétif, un aspect qui ne fait clairement pas guerrier. Et pour cause, Imu serait simplement un enfant. Et donc,
donc n'aurait pas commencé à développer une masse musculaire. Maintenant, qu'est-ce que cela changerait que Imu soit un enfant? Eh bien, tout d'abord, ce serait intéressant de voir qu'au sommet du monde se trouve un gamin et que ce monde est régi par de simples caprices. Ça appuierait encore plus sur le fait que le gouvernement mondial est pourri jusqu'à la moelle, car en laissant le commandement à un enfant, c'est envoyer le monde à sa perte. Ensuite, il y a la connexion avec Joy Boy. C'est sûr et certain que ces deux personnages se côtoyaient à un moment donné. D'ailleurs, Joy Boy signifie le garçon joyeux, ce qui laisse sous-entendre que Joy Boy était à ce moment-là un gamin, ou plutôt un adolescent. Il n'était pas encore vraiment adulte. Et du coup, on peut imaginer que Im et Joy Boy s'entendaient plutôt bien auparavant. Mais il y a dû avoir une sorte de fission entre ces deux-là qui a fait que Imu a pris une route totalement opposée à celle de Joy Boy. Et quand on sait que Joy Boy est lié à l'imagination et Imu la censure, on peut comprendre que Imu a tout simplement sacrifié son enfance, sacrifié ses rêves, sacrifié sa volonté pour embrasser un pouvoir beaucoup plus obscur. Car au final, en vous présentant toutes ces théories sur Imu, j'ai surtout l'impression que ce personnage s'est perdu dans sa propre folie, s'est perdu dans ses propres désirs. Il souhaitait être le roi du monde, mais pour atteindre ce statut, il a abandonné son humanité, il a abandonné son enfance, il a abandonné son imagination, et par conséquent, s'est détourné de Joy Boy. Enfin, même si certains voient Imu comme une entité totalement diabolique, j'ai l'impression que Luffy pourrait être le seul personnage qui pourrait convaincre Imu d'arrêter ce carnage. Car même dans le cœur le plus sombre, on peut encore trouver la lumière.